Moi, c'est une question à laquelle il n'est pas forcément facile de répondre. L'AVC, en fait, c'est une pathologie qui est liée à une occlusion d'une artère au niveau du cerveau. Cette occlusion peut être de très courte durée, ce qui donne ce qu'on appelle un AVC transitoire, avec une régression rapide des symptômes, ou bien elle peut être de plus longue durée, et voire même définitive, et puis entraîner des lésions qui peuvent être définitives. Et cette occlusion de l'artère peut avoir de multiples causes. Parmi ces causes, il y a des occlusions qui sont d'origine artérielle à proprement dit. On peut avoir un petit caillot, une petite plaque qui se détache par exemple d'une carotide qui va aller dans le cerveau, qui va boucher l'artère. Ces occlusions artérielles représentent à peu près 20% des AVC. Et puis, on peut avoir un caillot qui prend son origine à l'intérieur du cœur et qui, par l'aorte, monte jusqu'au niveau du cerveau et va causer l'AVC. Et ces AVC d'origine cardiaque représentent environ 15 à 30% des AVC. Donc le cœur est un élément central dans les causes possibles d'accidents vasculaires cérébraux. Puis il faut savoir aussi qu'il y a environ 30% des AVC dont on ne connaît jamais l'origine. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, le mécanisme de base, c'est que vous avez un caillot qui se forme à l'intérieur du cœur et qui va partir dans la circulation, aller au niveau du cerveau. Et il y a des facteurs cardiaques qui peuvent favoriser la formation de ces caillots. Le facteur le plus fréquent, celui qu'on recherche le plus souvent, c'est ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire. Alors, la fibrillation auriculaire, c'est une maladie du rythme cardiaque. Donc, normalement, le cœur bat de manière régulière, à une fréquence au repos de 60 à 80 par minute environ. Et puis, lorsque vous faites un effort, le cœur va s'accélérer à une fréquence beaucoup plus rapide, qui va monter chez les jeunes jusqu'à 180 ou 200 par minute. Et au contraire, quand vous allez vous reposer, quand vous allez vous coucher, la fréquence cardiaque va se ralentir. Alors, la fibrillation auriculaire, c'est une maladie du rythme cardiaque où on va avoir le cœur qui va se dérégler. Le cœur, au lieu de battre de manière régulière comme une horloge, va battre de manière totalement irrégulière. C'est ce qu'on appelle un rythme irrégulièrement irrégulier. Et la survenue de cette fibrillation auriculaire va être un facteur qui va favoriser la survenue de caillots à l'intérieur du cœur. Cette fibrillation auriculaire, c'est une maladie qui est extrêmement fréquente, dont la fréquence augmente avec l'âge. On peut dire qu'à partir en dessus de 70-80 ans, il y a 10 à 20% de la population qui est touchée par cette fibrillation auriculaire. Et le risque de faire un AVC quand on a une fibrillation auriculaire va être de l'ordre de 5 à 10% par année. Donc c'est vraiment un facteur de risque qui est extrêmement important. Il y a d'autres causes aussi d'embolie au niveau cérébral d'origine cardiaque. Par exemple, chez les gens qui sont porteurs d'une valve mécanique, qui ont été opérés, à qui on a mis une valve mécanique à l'intérieur du cœur, que ce soit au niveau de la valve mitrale ou de la valve aortique. C'est des gens qui sont anticoagulés, dont le sang est fluidifié. Et si pour une raison ou une autre, ce degré d'anticoagulation n'est pas satisfaisant, un caillot peut se former sur la valve mécanique et partir dans le cerveau et causer un AVC. Il y a également des gens qui ont, par exemple, fait un infarctus du myocarde, qui a une partie du muscle cardiaque qui est nécrosée, au niveau duquel un caillot peut se former, qui peut ensuite partir au niveau du cerveau. Il y a aussi d'autres causes qui sont plus rares, des maladies infectieuses qui touchent les valves, comme les endocardites par exemple. Et ça, c'est des cas qui sont quand même, je dirais, relativement exceptionnels. Puis à côté de ces causes qui sont des causes classiques, bien connues, il y a des causes plus discutables, on dira, où la relation entre le fait de faire un AVC et puis le problème cardiaque est moins clair. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le foramen ovale perméable, c'est un petit trou qui se trouve entre les deux oreillettes, au niveau duquel un caillot peut passer et se diriger au niveau du cerveau. C'est une pathologie que l'on recherche chez les gens jeunes qui font des AVC, et où là, c'est beaucoup plus difficile d'établir avec certitude la relation de causalité entre les deux. En général, je dirais que ce soit dans ces causes majeures ou que ce soit dans ces causes moins claires, ce qu'il y a d'important, c'est que le fait de rechercher une cause cardiaque à un AVC va modifier le traitement du patient. Parce qu'évidemment, ça ne sert à rien de chercher des causes X, Y ou Z si
ça n'a pas d'influence sur le traitement du patient. Et là, la mise en évidence d'une cause cardiaque va avoir une influence majeure sur le traitement du patient, en particulier quand on pense à la fibrillation auriculaire, parce que au lieu de leur donner si on veut, de l'aspirine cardio, comme c'est le cas pour les pathologies d'origine artérielle, quand on va mettre en évidence une fibrillation auriculaire, on va anticoaguler le patient. On va lui donner un traitement qui fluidifie le sang de manière différente, de manière plus complète. Dans le temps, on donnait à ces patients le Syntron, que tout le monde connaît. Puis maintenant, on a de nouveaux médicaments qui sont des anticoagulants directs, comme on les appelle, et qui ont certains avantages sur le Syntron, mais qui néanmoins sont des médicaments qui vont fluidifier de manière beaucoup plus complète le sang. Je dirais, dans le diagnostic de l'AVC, le cardiologue n'a pas vraiment de rôle, parce que le patient qui a un AVC va consulter en urgence dans un centre hospitalier où il va être vu par des médecins d'urgence, où il va être vu par les neurologues. Donc le diagnostic de l'AVC lui-même ne va pas dépendre du cardiologue, c'est d'ailleurs pas son domaine. Le diagnostic de l'AVC lui-même va dépendre du médecin hospitalier qui va voir le patient en urgence et du neurologue qui va l'examiner. Le rôle du cardiologue, ça va être justement de rechercher la cause de l'AVC. Parce que la grande difficulté lorsqu'une personne présente un AVC, c'est de déterminer quelle en est la cause. Est-ce que justement c'est un de ces problèmes artériels? Est-ce que c'est un problème cardiaque? Est-ce que c'est un problème local au niveau du cerveau? Le souci étant d'éviter les récidives et d'éviter qu'une personne qui a fait un AVC, peut-être transitoire, avec des symptômes qui ont duré quelques minutes ou quelques heures, ne refasse quelques jours après, quelques semaines après ou quelques mois après un AVC peut-être plus grave avec des séquelles définitives. Donc le rôle du cardiologue, ça va être essentiellement de faire un bilan pour rechercher une de ces causes cardiaques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la pratique, finalement, la pathologie que l'on recherche le plus fréquemment, c'est la fibrillation auriculaire, cette maladie rythmique. Et pour rechercher cette fibrillation auriculaire, on dispose de toute une série d'examens. L'examen de base, c'est l'examen clinique, parce que déjà, rien qu'en examinant le patient, on va voir si le pouls est régulier ou irrégulier. Si le pouls est totalement irrégulier, déjà c'est un élément qui va nous faire suspecter cette arythmie, et à ce moment-là on va faire un électrocardiogramme que l'on fait de toute façon à tous les patients, qui va nous permettre de voir si le rythme est régulier ou irrégulier. S'il est régulier, que c'est de la fibrillation auriculaire, le diagnostic est posé. Malheureusement, cette fameuse maladie, cette fibrillation auriculaire, c'est une maladie très particulière. C'est-à-dire c'est une maladie dont le comportement est totalement imprévisible. Vous avez des personnes qui sont symptomatiques et d'autres qui sont asymptomatiques. Vous avez des personnes qui ressentent le fait qu'ils ont le rythme cardiaque qui est irrégulier et d'autres personnes qui ne le ressentent pas du tout. Donc ça, c'est déjà un premier problème, parce que quand on va interroger le patient, son anamnèse, comme on l'appelle, son interrogatoire ne va pas forcément être rentable. Deuxièmement, la fibrillation auriculaire peut être persistante, permanente ou transitoire. C'est-à-dire, vous pouvez quelqu'un qui va faire une fibrillation auriculaire, son rythme va se dérégler et le rythme va rester déréglé en permanence. Puis d'autres personnes vont faire des crises de fibrillation auriculaire. Ils vont avoir le rythme cardiaque qui va se dérégler pendant quelques heures ou quelques minutes, et puis ensuite le rythme cardiaque va se normaliser de nouveau, durant une période qui, de nouveau là, est totalement imprévisible. Vous avez des patients qui vont faire un épisode de fibrillation auriculaire qui va durer quelques minutes ou quelques heures, puis ensuite, pendant 24 heures, ils n'auront plus rien, puis ça va récidiver. Et d'autres patients, peut-être, ils vont récidiver après une semaine, peut-être après un mois, peut-être après 6 mois, peut-être même après une année, ou peut-être même après 2 ou 3 ans. Donc, c'est difficile d'être certain qu'une personne n'a pas de fibrillation auriculaire. Et là, l'attitude pour nous, en tant que cardiologue, va dépendre de notre degré de suspicion. Si on a une cause claire à l'AVC,
une personne a une carotide qui est rétrécie à 90%, qu'il a fait l'AVC dans le territoire de cette carotide, on ne va pas faire une quantité d'examens pour exclure une fibrillation auriculaire, parce que la cause est entre guillemets évidente. Par contre, si on a une personne âgée, on sait que les personnes âgées ont fréquemment de la fibrillation auriculaire, qui fait un AVC, avec des lésions par exemple multiples, pas seulement d'un côté, mais à 2 endroits ou 3 endroits au niveau du cerveau, et chez qui les examens vasculaires sont tout à fait normaux, là, le degré de suspicion de fibrillation auriculaire va être beaucoup plus élevé et on va faire des investigations beaucoup plus approfondies pour exclure ou établir l'existence de cette fibrillation auriculaire. Alors là, on a différents instruments aussi qui vont nous permettre de faire ça. On a ce qu'on appelle Holter. C'est un examen relativement simple. On met un enregistreur qu'on va laisser à la personne pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures ou une semaine entière. Et on va enregistrer son cœur de manière permanente. Et on va voir s'il fait de temps en temps des petits passages en fibrillation auriculaire. Si on veut exclure, si on ne trouve rien pendant cette période, mais que quand même on suspecte qu'on ait affaire à une fibrillation auriculaire, on peut mettre un autre petit enregistreur qu'on peut laisser durant une période plus longue, mais qui est moins lourd, moins encombrant. Et puis même si on a un fort degré de fibrillation auriculaire, puis qu'on veut vraiment l'exclure avec un haut degré de probabilité, on peut même implanter sous la peau du patient un tout petit enregistreur, tout petit, que j'ai quelque part sur mon bureau, mais que je ne trouve pas en ce moment, et qui lui va pouvoir être laissé en place pendant 2 ou 3 ans, qui va nous permettre d'observer le patient en permanence durant toute cette période et de détecter même des épisodes rares qui peuvent peut-être vont survenir tous les 2 ou 3 mois de fibrillation auriculaire, mais qui sont néanmoins extrêmement importants à être mis en évidence puisque ils vont changer le traitement du patient. Donc ça c'est le premier type, je dirais, d'examen que l'on peut faire. Le deuxième type d'examen, c'est des examens qui sont plus morphologiques. C'est l'échographie, l'examen par ultrason, qui va permettre de mesurer le cœur, de voir comment il fonctionne, de voir si à l'intérieur du cœur il y a des poches, ce qu'on appelle des anévrismes, qui sont souvent dus à des anciens infarctus, au niveau desquels un caillot peut s'être formé et qui peut être à l'origine d'un AVC. Ça permet aussi d'examiner les valves, de voir s'il y a ces endocardites, par exemple, s'il y a une inflammation, une infection au niveau des valves. Ça permet aussi d'examiner les gros vaisseaux, l'aorte, et de voir s'il y a une plaque, un athérome, comme on dit, qui peut potentiellement être parti au niveau du cerveau. Puis ça permet aussi de diagnostiquer ce fameux foramen ovale perméable dont je vous ai parlé, ce petit trou, en injectant des microbules. Et donc cette échographie, normalement, se fait de manière standard par voie simplement au lit du malade avec un appareil d'écho. Si on veut le sensibiliser, on peut même faire avaler au patient une sonde, un petit peu comme pour une gastroscopie qui permet de voir vraiment le cœur depuis l'intérieur, parce que la sonde va se trouver au niveau de l'œsophage est juste derrière le cœur, et donc avec cette sonde, on peut examiner le cœur et voir de manière plus précise s'il y a quelque chose à l'intérieur du cœur. Puis dans des cas particuliers, mais il y a encore d'autres investigations qui peuvent être réalisées, mais donc le rôle du cardiologue à ce niveau-là, c'est vraiment d'investiguer, de rechercher, de faire le maximum pour retrouver pourquoi un patient a fait un AVC. De nouveau, le cardiologue n'a pas vraiment de rôle dans le traitement de l'AVC. Parce que le traitement de l'AVC, encore une fois, il va être le fait essentiellement des médecins hospitaliers, des médecins urgentistes et puis des neurologues qui vont s'en occuper en urgence. Sur le plan du traitement, le rôle du cardiologue va dépendre justement du résultat de ces investigations. Et donc si les investigations effectuées mettent en évidence une cause cardiaque à l'AVC, c'est là que le cardiologue va intervenir. Alors, de nouveau, la pathologie la plus fréquente, c'est la fibrillation auriculaire. Et le fait de mettre en évidence une fibrillation auriculaire va fondamentalement changer le traitement du patient qui a fait un AVC. Donc là, on ne se trouve pas dans le traitement du patient lors de son AVC, mais
du patient qui a fait un AVC et chez qui on veut prévenir des récidives de cet AVC. Et à ce moment-là, si on a mis en évidence une fibrillation auriculaire, on va anticoaguler le patient, on va lui donner un médicament fluidifiant qui va être différent de l'aspirine ou du clopidogrel qui sont donnés, qui sont des anti-agrégants plaquettaires. Le traitement anticoagulant, c'est un traitement fluidifiant qui agit de manière différente et qui va avoir un effet antithrombotique, vraiment, qui va agir contre la formation de caillots. Et à l'heure actuelle, donc, on dispose de différents traitements anticoagulants. Auparavant, on utilisait de nouveau le Syntron, qui est un anticoagulant dont l'utilisation est relativement compliquée parce que le dosage du Syntron est individuel, il faut faire des mesures régulièrement toutes les 4 à 6 semaines de fluidification du sang, adapter la dose en fonction du résultat obtenu. Il y a des interactions entre le Syntron et l'alimentation, entre le Syntron et d'autres médicaments. Le Syntron a une durée de vie qui est longue, donc c'est un médicament relativement difficile à manier, qui avait un gros avantage par contre, qui coûtait peu cher. Les nouveaux médicaments sont des médicaments dont le dosage est identique chez tout le monde. On doit simplement adapter le dosage en fonction de l'âge du patient, de son poids et de sa fonction rénale. Si les reins du patient fonctionnent moins bien, on doit diminuer la dose. À un certain niveau d'insuffisance rénale, on ne peut pas les utiliser, mais sinon on donne tous les jours le même dosage. Ce sont des médicaments dont la durée de vie est plus courte. Ça a un effet généralement de 24 heures environ, un peu plus, parfois un peu moins. Donc par exemple, c'est une petite intervention à faire, mais on peut arrêter le médicament 24 à 48 heures avant, puis on peut faire la petite intervention. Ils ont comme inconvénient, d'une part, de coûter plus cher, et puis d'autre part aussi, que pour l'instant du moins, on n'a pas véritablement d'antidote pour ces médicaments. Et donc, ça c'est un des premiers instruments, un premier outil à disposition du cardiologue pour traiter ces maladies. Ensuite, mais disons ça sort du cadre, je dirais, de cette discussion, il y a le traitement antiarythmique à proprement dit, c'est-à-dire on a des traitements qui nous permettent, entre guillemets, de faire disparaître la fibrillation auriculaire, de la soigner, et là on a des médicaments qu'on appelle les médicaments antiarythmiques qu'on peut prescrire aux gens pour éviter que la fibrillation auriculaire revienne. On a aussi la possibilité de traiter la fibrillation auriculaire elle-même, c'est-à-dire de la faire disparaître en faisant ce qu'on appelle un choc électrique. Et puis on a depuis une dizaine d'années des traitements curatifs de la fibrillation auriculaire par voie percutanée, c'est-à-dire avec des petits fils électriques qu'on introduit par la veine fémorale. On peut aller à l'intérieur du cœur et brûler les zones qui sont à l'origine de la fibrillation auriculaire, ce qu'on appelle une ablation par radiofréquence. Donc voilà, c'est des outils dont on dispose pour traiter la fibrillation et ce traitement va être individualisé, on ne va pas faire le même traitement chez tout le monde. Maintenant, si, supposons, on met en évidence un thrombus dans le ventricule, ben, de nouveau, on va donner des anticoagulants. Si c'est une endocardite, une infection des valves, ça c'est comme une pathologie rare, ben, on va donner des antibiotiques. On peut même se trouver dans l'obligation de changer la valve. Si, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi extrêmement rare, on trouve une tumeur dans l'oreillette qu'on appelle un myxome, et on va opérer le patient, on va enlever cette tumeur. Et puis si on trouve ce petit conduit, ce petit trou entre les deux oreillettes et qu'on acquiert la conviction qu'il y a une relation entre ce petit trou et l'AVC, ce qui peut arriver chez les patients jeunes par exemple, eh bien, on peut fermer ce petit trou de nouveau par voie percutanée en mettant une espèce de petit parapluie qui ferme cet orifice. Donc il y a tout un arsenal thérapeutique dont on dispose qu'on va pouvoir utiliser selon le diagnostic qui a été établi chez le patient. Je pense qu'il y a d'abord des conseils généraux. Là, on parle des causes cardiaques, je vous ai dit, qui représentent grossièrement 20% des causes d'AVC.
pour ce qui concerne les causes cardiaques, je pense que probablement l'élément le plus important pour nous, sous l'angle du cardiologue, c'est de nouveau le diagnostic précoce de la fibrillation auriculaire. Parce que l'on sait que de traiter une fibrillation auriculaire, d'anticoaguler quelqu'un qui a une fibrillation auriculaire, va diminuer de manière très importante le risque d'AVC. Et là, on a aussi, si vous voulez, des facteurs de risque de faire un AVC chez une personne qui a une fibrillation auriculaire. C'est un score qu'on appelle le score de Chasvas, c'est-à-dire il y a des critères. Le fait d'avoir une maladie coronarienne, le fait d'avoir une hypertension artérielle, le fait d'être âgé de plus de 75 ans, le fait d'avoir un âge entre 65 et 75 ans, le fait d'avoir un diabète, le fait d'avoir déjà fait un AVC auparavant, sont tous des facteurs qui, chez une personne qui a une fibrillation auriculaire, vont favoriser la survenue d'un AVC. Donc c'est extrêmement important de détecter précocement la fibrillation auriculaire, et si on la détecte précocement et qu'il y a ces facteurs de risque, évidemment après l'avis d'un cardiologue, de traiter, d'anticoaguler les gens préventivement avant qu'ils aient fait un accident vasculaire cérébral. Ensuite, la majorité des accidents vasculaires cérébraux ne sont pas d'origine cardiaque, comme je vous l'ai dit, et une grande partie des accidents vasculaires cérébraux sont liés à des lésions artérielles qui sont dues à l'athérosclérose, et là, le plus important, c'est la prévention des maladies cardiovasculaires, et c'est l'action sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Les principaux facteurs de risque cardiovasculaire, c'est le tabagisme. Donc là, je pense que c'est très important de soutenir, d'encourager les campagnes anti-tabac. Ensuite, c'est l'hypercholestérolémie, le fait d'avoir un taux de cholestérol trop élevé à l'intérieur du sang. L'hypertension artérielle, le fait d'avoir une pression artérielle trop élevée. Le diabète, le fait d'avoir un taux de sucre trop élevé dans le sang. La sédentarité, l'obésité, qui en eux-mêmes augmentent le risque d'avoir un autre facteur de risque. Le fait d'être sédentaire et obèse augmente le risque d'avoir de l'hypertension, augmente le risque d'avoir du diabète, augmente le risque d'avoir du cholestérol. Donc c'est extrêmement important d'agir sur ces facteurs-là, de prévenir, pas d'attendre d'avoir un AVC pour se dire que voilà, il faut changer son mode de vie, mais essayer de changer son mode de vie auparavant. Et puis le dernier point, c'est que faut-il faire en cas de suspicion d'AVC. Et là je pense que tous les médecins vous diront la même chose. S'il y a une suspicion d'AVC, il ne faut pas prendre de risques. Il ne faut pas se dire ouais, je vais attendre demain, on verra, peut-être ça va passer. S'il y a des troubles neurologiques qui apparaissent, un bras qui ne bouge plus, une jambe qui ne bouge plus, la moitié du visage qui ne se contracte plus, des troubles du langage qui apparaissent, même s'ils sont de courte durée, le réflexe doit être 144 hôpital. Car on a maintenant, mais ça de nouveau ça ne fait pas partie de mon domaine, mais on a maintenant des moyens d'agir rapidement qui peuvent faire toute la différence entre une personne qui 24 heures après son AVC a totalement récupéré et peut reprendre une vie normale, ou une personne qui se trouve hémiplégique, aphasique et handicapée pour le restant de sa vie. Donc, suspicion d'AVC, pour moi, égale 144. Merci beaucoup, docteur, en tout cas. Je vous en prie, c'est un plaisir. Très enrichissant. Merci.